sur le front climatique, le podcast de l'Observatoire Défense et Climat. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast sur le front climatique, le podcast des chercheurs et des chercheuses de l'Observatoire Défense et Climat de l'ERIS. Je m'appelle François Gemène, je suis le co-directeur de cet observatoire et j'ai le plaisir d'animer cet épisode avec la co-directrice de l'observatoire, Julia Tass. Merci François. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir le colonel Marie-Hélène Lowicki, chef d'état-major interarmée aux Antilles, pour discuter des impacts géopolitiques et de sécurité des changements climatiques sur la Caraïbe insulaire. Nous allons bénéficier de son éclairage en tant que militaire directement en responsabilité sur le terrain. Et je profite évidemment de cet épisode pour vous rappeler que l'Observatoire Défense et Climat a publié il y a peu une note des réflexions prospectives et stratégiques sur le sujet que nous allons aborder, c'est-à-dire les impacts géopolitiques et de sécurité des changements climatiques dans la Caraïbe insulaire, avec notamment toute une partie de scénarisation et de prospective que je vous invite à lire. Colonel, bonjour. Julia, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes très heureux de pouvoir évoquer ces sujets avec vous. Et je voudrais commencer par vous poser une question presque intimiste, je dirais. Donc on parle d'impact du changement climatique sur les forces armées, sur la sécurité, etc. Vous avez derrière vous une carrière dans l'armée de l'air et je voulais savoir si vous aviez déjà, dans votre carrière, dû prendre en compte, considérer ou, a posteriori, réaliser l'impact que les changements climatiques ont pu avoir sur certaines de vos missions. Alors, je suis officier mécanicien aéronautique dans l'armée de l'air. J'ai travaillé sur des avions de chasse comme les Mirage 2000, les Rafales. Et donc, en tant qu'officier mécanicien, j'étais de façon indirecte, je devais prendre en compte la partie environnementale, puisqu'on réalise cette maintenance en respectant la réglementation liée à l'environnement. J'y ai été plus précisément confrontée à des postes comme le poste de sous-chef maîtrise des risques que j'ai tenu et pour lequel en fait on définissait les règles environnementales à appliquer sur l'ensemble des bases aériennes. Et ensuite, j'ai été chef du bureau maîtrise des risques à l'état-major de l'armée de l'air, ce qui m'a permis de participer aux travaux politiques liés à la prise en compte de cette partie environnement. Colonel, est-ce que vous pourriez nous préciser un peu quel est le contexte dans lequel opèrent les forces armées aux Antilles? Quels sont les moyens dont vous disposez, vos lieux d'implantation? Je pense que nos éditeurs seraient curieux d'en savoir un peu plus. Bien, alors, je vais commencer ma présentation en plaçant l'environnement, parce que c'est toujours un élément dimensionnant pour un militaire, c'est-à-dire connaître sa zone. Les élongations et la permissivité au niveau de la zone, en fait, permet plus ou moins facilement d'acheminer les moyens logistiques dont les troupes peuvent avoir besoin ou les populations si jamais il y a une catastrophe naturelle. Donc la zone Caraïbe, c'est une zone qui est plus grande que la Méditerranée. C'est une zone qui est importante d'un point de vue économique, puisqu'on y trouve 20% des réserves d'hydrocarbures mondiales. Il y a le canal de Panama, qui est un endroit stratégique. Un grand nombre de croisières qui se produisent dans cette zone, puisqu'il y a 35% du trafic de croisiéristes. Donc ce trafic maritime important représente un risque non négligeable. Ensuite, concernant la présence des compétiteurs sur la zone, on voit qu'il y a surtout la présence de la Chine aujourd'hui qui s'intensifie. Les fragilités structurelles de la zone résident dans le fait qu'on est face à des micro-États. Et pour nous, en tant que militaires, ça veut dire une multiplication de nos interlocuteurs, sachant qu'ils peuvent être amenés à changer régulièrement en fonction de la stabilité de leur régime ou tout simplement par leur mode de gestion. Nous, les militaires, on est relevés régulièrement sur nos postes. Donc, il est nécessaire de tenir à jour nos annuaires, nos réseaux. Les pays dans cette zone ont des modèles économiques fragiles qui résident sur l'exploitation du pétrole ou surtout le tourisme. Et on voit que ce point a été mis à mal pendant la crise du Covid. Et surtout, c'est une zone qui est fragile parce qu'elle concentre toutes les possibilités de catastrophes naturelles, que ce soit les ouragans, les séismes, le volcanisme et les tsunamis. Donc la zone concentre tous les risques. Et on a l'habitude de dire aux nouveaux arrivants sur le site
qu'effectivement, il faut qu'ils s'attendent à être en mesure d'aider la population et de réagir à ce type de catastrophes naturelles, puisque toutes peuvent arriver là-bas, sauf les avalanches. Concernant les fragilités de la zone, elles sont renforcées par la multiplicité des trafics dans la région, que ce soit les trafics de personnes, d'armes, mais surtout le narcotrafic, et aussi par des régimes dans lesquels les crises sont récurrentes. Et je citerai juste Haïti, mais il y a aussi le Venezuela, enfin, des partenaires avec lesquels il peut être difficile de dialoguer. Concernant le théâtre national, donc aux Antilles, il est partagé sur 7 îles. On a d'abord la Martinique. Ensuite, on a l'archipel de la Guadeloupe avec 3 îles, la Guadeloupe, les Saintes et la Désirade. Et enfin, les îles du Nord avec Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Donc, ce théâtre national morcelé ajoute une complexité pour pouvoir se déplacer et pouvoir être présent partout. Donc, les forces armées elles sont concentrées sur la Martinique, avec quelques troupes et quelques infrastructures au niveau de la Guadeloupe. Au niveau de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, on intervient ponctuellement. Il y a des exercices qui sont organisés. Et surtout, il y a un lien fort, un entretien du réseau avec les préfectures qui est maintenu pour être capable justement d'être plus efficace en cas de catastrophe naturelle. On s'attache à rencontrer nos interlocuteurs. Et on a une structure intéressante qui est un peu atypique, le pôle aéronautique étatique, qui en fait a été créé suite à la fermeture de la base aérienne. C'est une structure interministérielle qui accueille les aéronefs de la Marine nationale, de la gendarmerie et des douanes, et qui nous permet aussi d'activer un hub logistique en cas de catastrophe naturelle. Ce pôle, il est sous la coupe de l'armée de l'air, il est dirigé par une directrice qui a pour mission de s'assurer que toute la zone est fonctionnelle, s'assurer que l'infrastructure répond aux normes, que la sécurité aérienne est respectée. Et donc, voilà, ce pôle est un exemple d'optimisation, à la fois d'infrastructures et de moyens, que ce soit de moyens humains ou infra. On a, concernant les forces terrestres, un régiment qui est un petit peu atypique et qui n'appartient pas au ministère de la Défense, qui appartient bien au ministère de l'Outre-mer, mais qui peut être engagé en cas de besoin, en cas de catastrophe naturelle. C'est le régiment de service militaire adapté. Donc, l'emploi de ce régiment est uniquement sous conditions et accepté, donc ordonné par le CPCO, le Centre de planification et de conduite opérationnelle qui se trouve à Paris. On voit donc qu'on a des gens qui sont en mission courte durée, ce qui permet d'entretenir au sein des forces armées des compétences, des qualités de nos fantassins qui prennent l'habitude d'opérer dans ces climats extrêmes. Et on s'appuie également sur les ressources locales. Concernant les moyens navals, on a 2 frégates de surveillance, le Germinal et le Ventose, qui participent également aux missions NARCOPS. On a un bâtiment plutôt logistique et puis 3 patrouilleurs qui peuvent être à même de réaliser certaines missions. Ces bateaux sont basés et peuvent être entretenus sur la base navale qui se trouve donc à Fort-de-France. Concernant les moyens aériens, on a des moyens qui ne sont pas dédiés, et c'est la particularité de la force. On s'appuie sur les moyens aériens des forces armées en Guyane, où se trouvent des CASA, des Pumas. Et au besoin, ces CASA nous sont envoyés, on exprime des besoins et on a un partage des moyens qui se fait de cette manière. Ainsi, les moyens de maintenance, les moyens d'entretien sont positionnés en Guyane, mais on optimise l'emploi de ces ressources qui sont mises aussi à notre disposition. Pour diriger tout ça, on a un centre d'opération, qui est un centre d'opération assez ramassé, avec un effectif très contraint, et auquel peuvent s'ajouter des renforts en cas de crise, en cas de catastrophe naturelle. Donc ce centre d'opération, il permet à la fois de maîtriser les procédures, de les tenir à jour, de tenir à jour les réseaux, d'entretenir le lien avec les différents acteurs, que ce soit des préfectures, que ce soit les acteurs étrangers aussi. Donc il y a vraiment un gros travail qui est fait par un groupe limité de personnes. En cas de catastrophe naturelle, ce CO, donc ce centre d'opération, est renforcé par des troupes qui peuvent être mises en alerte en fonction de la situation météo. Donc on suit la situation météo tous les jours, et en cas de probabilité d'ouragan,
des moyens peuvent être mis en alerte en métropole, que ce soit des moyens humains ou même des stocks de matériel. Et en fonction de la probabilité que cet ouragan frappe les îles, les moyens matériels sont préacheminés vers nos bases logistiques où se trouvent nos avions de transport comme Orléans. Ils peuvent être acheminés très rapidement. Et c'est un dispositif qu'on a eu l'occasion de mettre en place suite à la crise d'Irma et qui est chaque jour en fait amélioré, puisque là on a encore travaillé sur l'organisation de ce PC pour gagner en efficacité, utiliser au mieux les compétences, être en mesure de tenir à la fois sur la durée et aussi sur l'amplitude horaire, c'est-à-dire qu'en fait, avec le décalage horaire, il faut qu'on ait vraiment une permanence H24. Donc, à partir du moment où on a une crise, il faut qu'on puisse avoir 2 équipes qui se relaient. Mais c'est merveilleux, vous avez même anticipé ma prochaine question, qui portait sur la manière justement dont les forces armées aux Antilles sont mobilisées en cas de catastrophe naturelle, notamment, puisque nous, c'est les sujets sur lesquels on travaille en cas d'événements climatiques extrêmes ou en cas d'épidémies qui peuvent être liés à des vecteurs comme le moustique tigre, qui là aussi va avoir son aire de reproduction modifiée par le changement climatique. Donc, c'est un sujet sur lequel on travaille. Est-ce que vous avez des exemples soit d'opérations de secours aux populations post-catastrophe ou des exemples de participation à des opérations dans le cadre de besoins sanitaires au cours de ces dernières années. Et je précise d'ailleurs à nos auditeurs que nous allons peut-être utiliser le terme HADR qui vient de l'anglais Humanitarian Aid and Disaster Relief, et qui est l'équivalent d'opérations de secours post-catastrophe naturelle, post-désastre naturel. Alors, il faut insister sur le fait que les forces armées aux Antilles et les armées de manière générale sur le théâtre national ne sont engagées que sous couvert de la préfecture. Donc, en fait, on répond à un besoin du préfet et il peut être amené à recourir à nos moyens ou à faire carrément des réquisitions en cas de besoin, en cas de crise. Et ce dialogue est vraiment cadré au niveau du CPCO et il est important que les moyens militaires ne soient utilisés que dans des cas qui ont été définis et qui doivent répondre à 4 critères, c'est-à-dire que les moyens civils sont inexistants, inadaptés, indisponibles ou insuffisants. Enfin, les moyens autres, les moyens de la sécurité civile ou autres. Donc, une fois que ce dialogue a été entamé et que ces règles sont respectées, effectivement, on participe à l'action de secours des personnels. Alors, on peut être engagé pour des missions assez simples et pour lesquelles on se prépare. Par exemple, Fiona, qui est passée en Guadeloupe, a nécessité l'engagement du 33e régiment d'infanterie de marine et le régiment de service militaire adapté. Donc, ces personnes ont été engagées dans le cadre du passage de Fiona en Guadeloupe. Mais sinon, nos forces peuvent être utilisées pour des missions qui peuvent aller de la distribution des bouteilles d'eau dans certaines zones à l'aide à la lutte anti-moustique. C'est ce qui s'est passé l'année dernière, où on a appuyé l'ARS, l'Agence régionale de santé. Et voilà, donc on a ce type de mission qui peut nous être confiée par la préfecture quand on arrive dans une situation bloquante. Après, concernant les réactions sur des catastrophes majeures, alors je prendrai l'exemple de Irma en 2017 qui a été vraiment dimensionnant puisque 2 ouragans sont passés coup sur coup et dont un sur l'île de Saint-Martin qui a dévasté un peu toute l'île. Donc dans ce cadre, on a notre centre d'opération qui va être renforcé par des personnels venant de métropole avec des compétences particulières. Il faut savoir que dans le ministère des Armées, en fait, nos centres d'opération, ils fonctionnent tous de la même manière avec une organisation qui est compatible de l'OTAN, en fait, et qui fait que chacun va trouver sa place assez facilement, tout en s'adaptant aux particularités du site. Donc notre PC va être armé pour pouvoir diriger la manœuvre et donc répondre
aux directives du COMSUP, du commandant supérieur de la force. Ensuite, alors, dans le cas d'Irma, par exemple, le pic des effectifs de gendarmerie avait rapidement été atteint. Et face à l'ampleur de la crise, ce sont les forces armées qui ont été mobilisées, dont les forces de souveraineté en place, mais aussi les renforts qui sont venus de l'Hexagone. Donc, tout le transport a été assuré par des A400M. À ce moment-là, on active le hub logistique dont j'ai parlé précédemment, c'est-à-dire le pôle aéronautique étatique, où on va être en mesure d'accueillir nos aéronefs, de décharger les équipements qui seront envoyés, ensuite d'acheminer les personnels vers le centre d'opération ou vers les zones où on a besoin de ce personnel. Derrière, une logistique de proximité va se mettre en place avec des hélicoptères, les CASA de Guyane qui peuvent être mis à disposition et qui permettent en fait de répartir toute cette logistique à l'endroit où c'est le plus nécessaire. Les forces se mettent en place pour pouvoir mieux appréhender les dégâts réalisés par l'ouragan. Alors, il y a une chose qu'on fait systématiquement quand on a, à l'approche d'un ouragan, à partir du moment où on est sûr que l'ouragan va passer, on a des éléments de reconnaissance qu'on dispose aux endroits qui risquent d'être ciblés. C'est-à-dire qu'on a, si la Guadeloupe doit être ciblée par cet événement, on va positionner des éléments de reconnaissance qui vont se mettre dans des endroits où ils sont protégés et ils nous feront, après le passage de la catastrophe, les premiers comptes rendus qui seront professionnels, je dirais, et qui nous permettront d'organiser la manœuvre derrière. Et c'est des personnes qui pourront donner des diagnostics, par exemple, sur l'infrastructure aussi, ou suite à un tremblement de terre, parce qu'il y a aussi des tremblements de terre là-bas. Voilà, ils pourront nous donner un diagnostic de techniciens qui nous permettront de savoir sur quoi on peut encore compter. Et ce qu'il faut mettre en place le plus rapidement, quels sont les axes à dégager en priorité. Donc, en amont, voilà ce qui est réalisé pour être prêt ensuite à ce que la manœuvre se mette en place le plus rapidement possible. Parce que l'idée, c'est de remettre l'île en fonctionnement normal, libérer les axes et permettre l'acheminement de la logistique qu'on emploie naturellement au quotidien. Alors, vous avez déjà parlé du dialogue constructif, nourri et régulier que vous entretenez avec la préfecture, qui est évidemment essentiel, mais je voulais vous demander, est-ce qu'il y a potentiellement d'autres acteurs dans la région, des collectivités locales, d'autres acteurs civils, voire même potentiellement des homologues militaires d'autres pays, avec lesquels vous entretenez également des contacts, un dialogue, voire potentiellement des opérations communes? Alors, on coopère avec l'ensemble des îles et donc on assure un lien fort avec les réseaux de préfecture. Et l'exemple de Saint-Martin est un exemple emblématique parce que justement, ils ont été frappés par cet ouragan et une prise de conscience au niveau de la collectivité territoriale qui fait qu'ils ont consolidé leur capacité à réagir en cas de crise. L'aéroport qui est en place là-bas est tenu par une personne, d'ailleurs un ancien militaire, mais qui pense vraiment gestion de crise et pourrait être allé le voir puisqu'il fait partie de mes interlocuteurs, que ce soit le directeur du port, le directeur de l'aéroport, enfin tout ça, ce sont des personnes que j'ai rencontrées avec mon état-major à mon arrivée. Il a déjà une zone qui est identifiée pour pouvoir monter un centre d'opération avec les liaisons qui nous permettraient de communiquer. Une zone dans laquelle on peut héberger les troupes, ce qui permettrait de pouvoir intervenir aussi plus rapidement sur les axes. Et ils ont même mis en place un container avec plusieurs milliers d'euros de matériel. Alors, ce n'est pas du matériel sophistiqué, c'est du matériel simple, mais indispensable quand on doit relancer une logistique après un passage de l'ouragan. Ce sont des brouettes, des pelles, des tronçonneuses, mais qui permettent en fait à nos hommes d'intervenir, de dégager les arbres qui pourraient bloquer une route, ou ce genre de choses. Donc, cette connaissance mutuelle et le retour d'expérience qu'on a des événements précédents a vraiment été pris en compte, et ça permet de se préparer à intervenir. On sait aussi qu'au niveau du port, après le passage de l'ouragan, il faut vérifier qu'au fond de l'eau, il n'y a pas des éléments qui pourraient abîmer nos bateaux. Donc, des exercices sont faits régulièrement justement pour entretenir ces connaissances et ces compétences.
Et concernant l'entretien des réseaux, donc il se fait avec les préfectures, mais il se fait également avec les organisations non gouvernementales. On a un lien étroit avec la Croix-Rouge présente dans les Caraïbes. Et en fait, la difficulté dans la zone, parce que justement, il y a la mer partout, ce sont les acheminements. Et on travaille avec eux pour leur faire part en fait, des éventuels mouvements de nos vecteurs, que ce soit maritimes ou aériens. Et on peut profiter de certains déplacements en transparence, en fait, pour transporter certains de leur matériel. Et le dernier exemple en date, on avait un bateau qui devait se rendre à Sainte-Luce. J'ai informé le président de ce qu'on appelle la PIRAC, donc la Croix-Rouge locale, qui finalement a fait le nécessaire pour que des stocks soient apportés à ce bateau au niveau de Fort-de-France. C'est bien le personnel de la Croix-Rouge qui l'a chargé. Et ensuite, donc, nous, on l'a transporté, mais ça faisait partie de notre mission. Et c'est bien le personnel de la Croix-Rouge là-bas qui est allé le débarquer. On se rend bien compte, vu les risques et les vulnérabilités qu'on a évoquées, que l'adaptation est un enjeu majeur, y compris pour les structures et les opérations militaires. Mais dans l'esprit du public, il faut bien avouer que l'adaptation reste un peu parfois un concept un peu vague, un peu flou. Est-ce que, colonel, vous pourriez nous donner un exemple concret, précis, de ce qui est fait sur le terrain pour s'adapter aux aléas climatiques ? Alors effectivement, il y a encore un gros travail à réaliser, que ce soit de cartographie des risques, même si on les a un peu identifiés. On a certaines de nos installations qui sont à proximité de la mer, que ce soit l'aéroport ou le port. Il reste un travail qui est en cours d'ailleurs et qui doit avancer. Maintenant, sur certains sites, on a par exemple, je pense au centre de transmission de rivière salée, qui est un centre de transmission avec des antennes. Les antennes ont les pieds dans l'eau et aujourd'hui, le marécage dans lequel il se trouve, en fait, a petit à petit augmenté de niveau. Donc, le chemin de ronde a été surélevé. Il a été aménagé afin que, justement, on puisse continuer la protection du site. Un merlon a été mis en place et a été surélevé pour protéger le bâtiment dans lequel se trouvent les installations techniques. Et ce bâtiment est lui-même construit sur pilotis. Donc voilà comment on préserve les installations dans un premier temps. C'est un cas un petit peu extrême, puisque sinon, le reste du temps, on n'a pas toujours les pieds dans l'eau. Mais voilà comment on a pu s'adapter. Et pour le reste, effectivement, les infrastructures sont adaptées progressivement. Il y a recours au moins pour les logements des militaires qui sont construits récemment à l'énergie solaire. Donc on voit bien que le ministère de la Défense s'intègre dans la démarche de développement durable complètement. Eh bien, nous arrivons au terme de cet épisode du podcast. Il me reste à vous remercier, colonel, de vous être prêté à l'exercice. Je rappelle donc pour nos auditeurs que vous êtes chef d'état-major interarmé dans les Antilles. Et ce podcast se prolonge pour ceux et pour celles qui souhaiteraient en savoir davantage, avec potentiellement la lecture d'une note sur la sécurité climatique dans la Caraïbe insulaire, toute une série de vidéos et de captations d'une conférence sur ce sujet qui s'est tenue à l'IRIS le 22 novembre 2022. Et puis bien sûr, Julia, il y a d'autres épisodes du podcast. Tout à fait. On vous invite à écouter et à réécouter les épisodes du podcast sur le front climatique des chercheuses et des chercheurs de l'Observatoire Défense et Climat, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour en savoir plus sur les prochaines notes et les prochains travaux que nous allons conduire. Et on a été ravis d'être avec vous aujourd'hui. À bientôt. À très vite. Allez plus loin sur www.defenseclimat.fr. Ce podcast, développé par l'IRIS, a été rendu possible grâce au soutien financier de la Direction générale des relations internationales et de la stratégie du ministère des Armées.